Alors que les marchés américains sont sur des plus hauts historiques, les marchés chinois sont plus à la ramasse avec plus de 6 000 milliards de baisse depuis les plus hauts historiques en février 2021. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qu'il se passe dans l'économie chinoise pour expliquer cette baisse et pour comprendre si oui ou non ça peut représenter une opportunité d'aller investir sur les marchés chinois et en Chine. Alors tout a commencé avec l'annonce de la faillite du grand groupe immobilier Evergrande, qui était une des plus grandes sociétés de promotion immobilière de Chine, qui déclare faillite avec plus de 300 milliards de dettes. Loin d'être un cas isolé, c'est tout le marché chinois de l'immobilier qui prend cher parce que on a d'autres sociétés plus petites dans la promotion immobilière qui vont également faire faillite et faire défaut de paiement de la dette. Et notamment plus récemment, le géant Country Garden, qui était probablement le numéro 1 en Chine dans l'immobilier, qui a annoncé ne pas pouvoir payer sa dette de 176 milliards. Il faut comprendre aujourd'hui que la Chine, au cours des 40 dernières années, il y a eu un énorme exode rural. Donc tous les gens sont partis des campagnes pour se retrouver en ville. C'est pour ça qu'il y a eu un énorme boom de l'immobilier. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des dizaines de villes fantômes, avec des bâtiments construits pour rien et surtout avec un marché immobilier qui est en baisse depuis plus de 18 mois consécutifs. Donc on a une baisse des constructions d'appartements et de maisons nouvelles, on a une baisse des ventes également, donc forcément ça entraîne une baisse des prix de l'immobilier et beaucoup d'investisseurs particuliers comme d'entreprises qui se retrouvent ruinés à cause de ça. Il faut savoir que l'immobilier en Chine, ça représente une vingtaine de pourcents de l'économie chinoise, donc un énorme crack comme ça, c'est quelque chose qui se fait ressentir dans la croissance. Ce qui nous emmène au deuxième grand point, une croissance qui commence à se stabiliser. La Chine avait des objectifs de croissance élevés et depuis quelques années, ils sont revus à la baisse avec en 2022 le plus bas niveau de croissance enregistré par la Chine depuis 1976 avec seulement 3% et les objectifs à 5% qui peinent à être atteints par le pays. Cette croissance est en partie due au fait que la Chine est un pays exportateur et qu'une grosse partie de son économie vient des exportations qu'elle va faire, sauf qu'il y a eu un ralentissement là-dessus de plus de 4,4%. Cette demande plus faible en exportation, elle va avoir un impact sur toute l'économie qu'il y a en Chine parce qu'on va avoir du coup des entreprises qui veulent déstocker. Donc pour déstocker, elles vont baisser les prix et on est dans une phase de déflation en Chine avec encore une fois l'indice des prix qui a baissé. On a certaines denrées qui sont 30% moins cher. Donc c'est vraiment une déflation qui est assez énorme, surtout pour une économie développée comme la Chine. Alors pour nous occidentaux, pour les Américains ou même les Européens, avoir une déflation, on se dit mais ouais, c'est le rêve, ils payent moins cher pour avoir les mêmes choses, c'est génial. Cette baisse des prix va entraîner une baisse de la production, ce qui va entraîner une baisse des salaires, ce qui va encore une fois entraîner la baisse du pouvoir d'achat. Et c'est un serpent qui se mord la queue parce que moins de pouvoir d'achat, on peut moins acheter, donc les prix vont devoir baisser, ce qui va faire baisser la production. Et tu comprends bien que comme ça, la croissance ne peut pas repartir. On va ajouter à cela deux problèmes majeurs pour la Chine, c'est sa population. On a 7 millions de personnes en moins en Chine tous les ans, étant donné de l'ancienne politique du gouvernement de l'enfant unique. On commence à ressentir l'effet, il y a de moins en moins de personnes vivantes en Chine à l'heure actuelle. On a un taux de chômage autour de 5%. Mais il y a quelque chose à comprendre avec ce taux de chômage, c'est qu'en réalité, on ne sait pas vraiment à combien il est, parce que tous ceux qui sont fermiers, ils ne sont pas recensés dans les taux de chômage, parce qu'ils considèrent que si un fermier n'a plus de travail, eh bien il va juste travailler dans une autre ferme et il n'a pas tous ces problèmes. Les taux de chômage concernent surtout les personnes qui vivent dans les villes, donc c'est très difficile d'avoir les estimations exactes, mais un des chiffres qui est vraiment clé et qui est vraiment important à comprendre, c'est que 21% des jeunes sont au chômage. On a un jeune sur 5, donc c'est les personnes qui sont censées être les plus actives. Les personnes qui viennent d'avoir des diplômes n'ont pas de travail, sont au chômage. Donc il y a une grosse crise des emplois pour ces personnes qui sont souvent diplômées, qui ont souvent payé beaucoup pour faire des études, qui malgré ça ne sont pas capables de trouver du travail sur le territoire. Donc ce qui est assez affolant avec ça, c'est que ces jeunes, s'ils ne trouvent pas de travail en Chine, eh bien ils vont devoir changer de pays, aller chercher des opportunités ailleurs. Et si les jeunes partent d'un pays où la population est vieillissante, ça va poser des gros problèmes, surtout sur le long terme, parce qu'il n'y aura plus personne pour travailler au bout d'un moment. Si les gens sont trop vieux, on ne se retrouvera plus, il n'y aura plus cet équilibre. Maintenant, on en vient au point le plus curieux, j'ai envie de dire, c'est les taux d'intérêt. Alors, quand une économie va mal, eh bien, on a le choix de baisser les taux d'intérêt pour booster l'économie, pour la relancer. Donc, la Chine a augmenté ses taux d'intérêt suite à l'inflation, suite à la reprise qu'il y a eu après la pandémie, un petit peu comme tous les autres pays. Sauf que les autres pays ont des bons chiffres sur le chômage, les autres pays aussi ont des bons chiffres sur l'économie, ils ont la croissance qu'ils espéraient. La Chine n'atteint pas ses objectifs, commence à être dans une situation assez délicate, commence à avoir des entreprises qui ont du mal à payer la dette,
mais au lieu de baisser les taux d'intérêt, il les garde assez élevés et les baisse pas vraiment. Alors on commence à avoir des baisses sur ces taux d'intérêt, mais c'est des baisses vraiment pas insignificatives, mais qui sont très très légères comparées à la gravité qu'il y a. Il persiste à avoir des taux d'intérêt élevés. Donc si on résume, le pays a des problèmes au niveau de l'immobilier avec un marché de l'immo qui est en train de s'effondrer mois après mois depuis plus de 18 mois consécutifs. On a des grosses entreprises qui déclarent faillite et qui ne sont pas capables de payer leurs dettes. Une baisse de l'exportation, ce qui est un des gros piliers de l'économie chinoise. Des jeunes qui n'ont pas de travail. Des personnes qui ne vivent pas dans les villes, qui ont un coût de la vie qui a un peu augmenté et surtout qui ne sont pas en mesure de s'inscrire pour du chômage parce qu'ils ne sont pas considérés comme éligibles, entre guillemets. En plus de ça, on ajoute une population vieillissante et des taux d'intérêt qui restent élevés alors que l'économie semble aller mal et qu'il faudrait la relancer. Donc tous ces points font que logiquement, les marchés boursiers chinois se sont effondrés, qu'on a la bourse de Chine, les principaux indices comme le CSI 300 qui ont perdu plus de 40% depuis les plus hauts historiques, ou d'autres indices qui ont perdu jusqu'à 60% depuis les plus hauts. Alors comme on n'est pas des alarmistes sur cette chaîne et qu'on va plutôt chercher des solutions, quelles sont les opportunités que ça pourrait représenter, toi, en tant qu'investisseur particulier? La première opportunité, c'est de te dire que c'est un cycle économique défavorable. Il y a toujours des cycles économiques défavorables. C'est quand même une grosse puissance mondiale. On parle d'un pays qui fait quasiment 5% de croissance. Donc, on n'est pas sur une croissance négative. On reste quand même sur quelque chose de largement tolérable, sur une économie qui reste puissante et relativement solide. Donc, si on prend ça en compte, a priori, les marchés financiers pourraient représenter une très belle opportunité, surtout quand on voit les PE ratios actuels des entreprises. Ils ne sont pas sur des plus bas historiques, mais quand on prend une moyenne, on est vraiment sur quelque chose d'assez bas et ça pourrait présager que c'est un marché qui est sous-évalué, surtout pour le marché des actions. Ça peut donc être un bon moment de commencer à investir sur la bourse chinoise, que ce soit via des indices, via des ETF, ou que ce soit en achetant des actions spécifiques. Si tu décides d'acheter des actions spécifiques, je pense qu'il va être important de regarder les marges, de potentiellement aussi viser des entreprises qui vont avoir une ampleur internationale, donc de viser des cadors, et des entreprises qui ont des dettes relativement faibles pour s'assurer que même si les taux d'intérêt restent quand même élevés longtemps, elles puissent continuer à pouvoir payer leurs dettes. En globalement, des entreprises de qualité avec des bons rendements et surtout des dettes assez faibles. Si investir dans des entreprises chinoises t'intéresse mais que tu ne sais pas trop dans quoi regarder ou quoi prendre, dis-moi en commentaire si ça t'intéresserait que je fasse une vidéo top action des entreprises chinoises. Ça pourrait être intéressant de faire une vidéo sur ce sujet. Un autre point qui pourrait être intéressant, ce sera potentiellement l'immobilier, soit via des foncières directement en Chine, soit en allant investir dans l'immobilier en Chine. Alors je ne sais pas trop comment ça se passe, je suis vraiment pas un expert de l'immobilier là-dessus, mais j'imagine bien que quand un marché est en train de s'effondrer, c'est là où il va y avoir de très belles opportunités et qu'il y aura potentiellement des marchés qui ne sont pas vraiment en danger, mais dont les prix vont quand même baisser parce que c'est une panique globale. Donc l'immobilier pourrait être quelque chose d'intéressant, même si je préfère largement la bourse et ça me semble beaucoup plus safe de profiter de la bourse, surtout quand on a eu les principaux indices qui ont baissé de plus de 40%. Un dernier point avant de conclure cette vidéo, à mon sens, la crise qu'on a actuellement en Chine sur l'économie ne va pas être une crise globale. Alors c'est quelque chose qui ressemble quand même beaucoup à la crise des subprimes, surtout avec ce début dans l'immobilier où il y a eu tellement de dettes faites sur l'immobilier. Néanmoins, on n'est pas sur une place financière centrale du monde comme pouvait l'être New York en 2008, mais comme pouvaient l'être les États-Unis. Là, on est sur un marché où les investisseurs sont très locaux. C'est-à-dire c'est assez compliqué pour un investisseur étranger d'aller investir en Chine. Il n'y a pas grand monde qui fait ça. C'est un marché plutôt local. Donc c'est pour ça que je ne pense pas que c'est quelque chose qui va se répandre. Après, ça peut être le début d'une crise, on va dire mondiale, entre guillemets, mais je ne dirais pas que comme pour ce qu'il y a eu aux États-Unis en 2008, ça part de là-bas et ça fait un effet domino pour aller exploser tout le monde. Donc là, je pense plutôt que c'est quelque chose d'assez ciblé. C'est pour ça aussi que je trouve que ça peut être quand même une opportunité très bonne pour avoir des actions à des prix très intéressants sur ce marché. Un point important aussi à comprendre, c'est que si tu ne comprends rien à l'économie chinoise de façon globale, si tu ne comprends pas trop la politique là-bas, que tu ne comprends pas trop comment les gens fonctionnent, comment les gens consomment, je te recommande de t'abstenir d'investir parce qu'une règle de base dans l'investissement, c'est d'investir dans ce que l'on connaît. Donc si tu comprends vraiment pas tout ça, ne prends pas vraiment de risques parce que ça risque de te coûter cher et surtout de t'empêcher de dormir correctement parce que tu ne sauras pas comment réagir si les marchés baissent encore parce que c'est possible que le marché continue de baisser même s'il a déjà perdu 40%. C'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé et abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Tu retrouveras également dans la description une liste de 43 entreprises sous-évaluées qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans. Tu peux y accéder gratuitement via le lien qui se trouve dans la description. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!